고마워. 나랑 같이 해줘서. Ça fait à peine 10 jours que Squid Game est sorti et c'est déjà la série la plus vue de tous les temps sur Netflix. Et comme si ça ne suffisait pas, elle fait l'objet de plusieurs millions de tweets chaque jour et de près de 16 milliards de vidéos sur le hashtag Squid Game sur TikTok. Il s'agit clairement du succès de l'année pour Netflix, mais est-ce que cette série est si bonne que ça? Est-ce que son succès est mérité? Et quelles sont les clés qu'on pourrait trouver pour la saison 2? Eh ben, on va analyser ça tout de suite. Juste avant de commencer, je voulais vous dire que je serai en live sur Twitch ce soir à 20h. On va parler de Squid Game, on va lire quelques critiques et réagir à ça. On va pouvoir débattre sur la série, voilà. Mon Twitch et le lien du live est en première ligne de description. Et tant que j'y suis, à faire ma promo, un petit like, un petit abonnement, un petit partage, bref, vous connaissez tout ça, on peut partir sur la vidéo. On va commencer par l'analyse pure et dure de la série, sa mise en scène et son scénario. Alors tout d'abord, on peut dire assez clairement et sans trop douter de nous que les idées de mise en scène sont généralement assez bonnes dans Squid Game. Les images nous montrent beaucoup de choses, notamment que l'argent est maître du jeu par des jeux de plongée et contre-plongée, notamment durant la première scène où tout l'argent est déversé dans la petite tirelire cochon. Et dans toute la série en général, beaucoup d'images et de décors sont pensés pour que l'atmosphère voulue ressorte. Cette atmosphère est d'ailleurs très étrange, on passe par plusieurs décors différents. Tout d'abord une ville dont on a plus ou moins l'habitude, en passant par un camp où les gens dorment tous ensemble, c'est déjà assez malsain, et on passe ensuite à des décors très colorés, très enfantins, qui, pour ceux qui connaissent la série, sont encore plus malsains. Ils sont encore plus malsains au vu du scénario et de ce qui s'y passe. Certaines scènes ont même pour but de nous perdre dans le complexe, dans le bâtiment, et c'est très souvent réussi. Les scènes dans les escaliers colorés menant au jeu ou les couloirs internes où on voit que les hommes en rose sont faits pour nous perdre, et ça marche très bien, on ne s'y retrouve plus, on ne sait pas faire un seul plan ou une seule carte du bâtiment, on est totalement perdu dans ce bâtiment qui est lui-même perdu sur une île déserte. Je pense qu'au début c'est fait pour jouer avec le parallèle que les participants ne connaissent absolument rien au jeu. Ils arrivent et on leur dit oui, venez, on va peut-être vous sauver. Et ils ne savent rien, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire, ils sont enfermés, ils sont numérotés, on oublie totalement leur nom, ils savent pas ce qu'ils vont faire, ils vont jouer. Jouer pourquoi? Pour la mort ou pour une seule des 456 personnes pour une énorme somme d'argent. Ils sont totalement perdus et tout ce que je viens de vous dire, ils ne le savent pas. Ils sont d'ailleurs aussi perdus dans leur choix. Est-ce qu'ils doivent continuer le jeu ou non? Dès le début, quand ils voient qu'ils sont oppressés par des gens inconnus, le doute se pose, et quand ils voient des gens mourir au 1, 2, 3 soleil, la question se pose encore plus jusqu'à aller au débat et à arrêter le jeu pendant quelques instants dans la série. D'ailleurs, une des questions qui reste, selon moi, le plus après la fin de la première saison, c'est comment l'État n'a pas remarqué ce jeu. Selon les archives, ça fait déjà plusieurs dizaines d'années que ce jeu existe, et on peut supposer que s'il y a toujours à peu près le même nombre de participants, il y a déjà eu 10 000 morts, plus ou moins, dans ce jeu. 10 000 personnes qui ont disparu de Corée du Sud et l'État ne s'en est jamais inquiété. C'est quand même très étrange. On va continuer sur le scénario et les décors. On sera tous d'accord pour dire que ça ressemble quand même beaucoup au camp de concentration nazi. Beaucoup de choses y font référence, et ça n'a pas été une surprise pour grand monde. Entre les très petites rations de nourriture, les identifications par numéro, les fours crématoires, les couchettes exiguës, tout ça ressemble quand même plus ou moins à un camp de concentration. Et même sur le plan humain, ça ressemble quand même pas mal. Les plus faibles meurent alors que les plus forts survivent. Je sais que c'est un peu simple, un peu basique comme constat, mais on était bien obligé de l'avancer et de le montrer. Et il y a encore énormément de choses qui ressemblent au camp de concentration nazi, mais on va passer, je laisse ça plus à vos yeux qu'à vos oreilles. Pour finir, on va parler des codes de la série, parce qu'on va voir que Squid Game s'affranchit plus ou moins sans souci des codes originels du drame. Les codes plus ou moins habituels du drame, pour citer le site Retour vers le cinéma. C'est un genre très répandu qui se veut sérieux, réaliste, dans lequel les personnages sont confrontés à des graves problèmes et où vivent des conflits passionnels. Il suscite chez le spectateur des sentiments allant plutôt vers la tristesse, la terreur ou la pitié. Tout ce qui est dit là dans la série est à moitié vrai. En effet, on se base sur les codes habituels pour ensuite s'en affranchir. Dans Squid Game, on se base sur les dettes que les personnages ont, donc une situation sérieuse,
pour les tourner un petit peu en dérision avec des jeux enfantins qui sortent totalement du drame de par leur couleur et de par leur côté enfantin tout simplement. Pourtant, ces moments enfantins restent quand même assez sérieux parce qu'il y a un enjeu très fort, la mort ou la survie. En sachant que si on survit au premier jeu, il y a de grandes chances qu'on meure au prochain parce qu'il n'y aura qu'une personne qui finira. On voit souvent les drames comme des films ou des séries sombres, alors que c'est pas du tout le cas dans Squid Game. Au premier épisode, ça l'est, parce qu'on reste dans ce contexte de vrai drame, mais quand le jeu arrive, tout cela devient beaucoup plus coloré, beaucoup plus lumineux, et c'est ça qui fait que Squid Game s'affranchit des codes du drame. C'est un des points très intéressants qui rend l'histoire elle-même encore plus intéressante et qui rend les scènes horrifiques encore plus effrayantes. Je me permets de faire une petite digression, je parle de scènes horrifiques, je ne parle pas du genre qu'est l'horreur. Squid Game ne s'approche absolument pas du genre horreur comme peuvent l'être tous les films qui vous viennent en tête. Avant de passer au point suivant, je note juste une toute petite chose. Dans les décors, on voit des produits Apple. Ça peut paraître très anodin, mais vous verrez que ça ne l'est pas du tout. On reviendra sur ça en fin de vidéo, restez car c'est extrêmement intéressant. On arrive à ce pourquoi la série fonctionne selon moi, plus que ses décors et que sa mise en scène et son scénario. Le côté humain, son caractère social, c'est selon moi ce qui fait la force de la série. En effet, c'est souvent ce qui fait le succès d'une série, surtout sur Netflix. Netflix a plus ou moins sa propre recette pour les séries et films originaux qu'ils produisent. Mais sur cette recette qu'adopte Netflix, j'en ferai une petite vidéo dans quelques semaines. Dans tous les cas, c'est ce caractère social qui fait que l'histoire file et qu'on s'attache ou non aux personnages. Beaucoup de gens comparent Squid Game avec le thriller coréen Parasite, qui est un chef-d'œuvre de son genre. Et en effet, la critique de la société faite dans le film et dans la série sont les mêmes. À quelques détails près, je vous l'avoue, mais dans les grandes idées, ce sont les mêmes. Pour faire court, parce qu'il est plus simple de faire long dans ce cas-là, la critique qui est émise est celle de la lutte des classes. Les personnages principaux doivent avoir recours à des moyens peu scrupuleux, voire totalement illégaux, pour réussir à combler les fins de mois, voire à se relever de leurs dettes. Dans tous les cas, voir des gens plus ou moins désespérés et assez mal en point donner tout ce qu'ils ont, toute leur âme, pour essayer de lutter et de revenir dans une société qui les a mis au plus bas, c'est quelque chose qui est souvent vu au cinéma et qui est très apprécié. Ça provoque une sorte d'empathie chez le spectateur, et ici, dans Squid Game et dans Parasite également, ça fonctionne très bien. En second point social, on va aborder quelque chose qui m'a assez marqué dans la série, mais qui passe pourtant plus ou moins inaperçu, c'est la place très étrange qu'occupe la religion. Dans les premiers épisodes, on entend très peu parler de religion. Le seul exemple qui me vient en tête, c'est quand le personnage principal, Song Ji-hoon, dit que sa famille est bouddhiste. Pour revoir de leur religion, il faudra attendre quelques épisodes, celui de la corde, où on voit un personnage qui sera récurrent jusqu'à la fin de la série, c'est ce que j'appellerais le prieur. Avant ça, la présence de Dieu et de la religion, de quelconque religion, est occultée. Presque. C'est un détail qui n'en est pas vraiment un, parce qu'on le voit très clairement, mais sur les cercueils des cadavres, il y a une croix chrétienne, qui est un ruban rose. La religion est assez peu présente chez les participants du jeu, mais en interne, elle reste pourtant assez omniprésente. Toutes les personnes mortes sont brûlées avec une croix, que ce soit celle sur le cercueil directement avec le ruban rose, une petite croix faite avec leur sang qu'on voit très rapidement dans la série. Mais ces personnes sont brûlées avec cette croix, qu'ils soient chrétiens ou non, et assez généralement ils ne le sont pas. En Corée du Sud, plus ou moins 50% des Coréens sont bouddhistes, l'autre partie ce sont des protestants ou des catholiques, et encore ça ne remplit pas les 100%. Au début, on voit très clairement que le but principal des participants c'est l'argent, mais petit à petit c'est la survie qui reprend sa place de numéro 1 dans les objectifs des candidats. Même si leur survie implique qu'ils gagnent de l'argent, c'est pas l'argent qui va les faire vouloir continuer le jeu, c'est surtout la survie. Et c'est là que Dieu reprend sa place entre guillemets de sauveur, même si les plus croyants d'entre eux devront faire des péchés comme la trahison. Et c'est une transition parfaite pour parler du troisième point social, la trahison dans la série. C'est également quelque chose que le spectateur aime bien, c'est une forme de retournement de situation qui attire et qui pose un questionnement, et ça tombe bien parce qu'il y en a beaucoup dans Squid Game. Dans Squid Game, il y a de la trahison quasiment tout le temps. C'est sûrement ce qu'a trouvé Dong Yu-hwang, le réalisateur, pour faire rester le spectateur le plus longtemps possible. D'abord, la trahison parmi les joueurs, les participants,
nous surprend assez peu. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'enjeu. En effet, l'argent n'est donné qu'à une seule personne et plus il y a de morts, plus on est proche du but. La tuerie pendant la nuit ou le meurtre de Sei Byung, tout ça c'est pas très étonnant. Par contre, les trahisons en interne du jeu sont assez intéressantes, notamment sur le trafic d'organes. On pensait que c'était un des moyens les plus faciles pour les kidnappeurs, entre guillemets, de gagner de l'argent et de le remettre en jeu pour attirer des nouveaux participants. Mais ça ne l'était pas du tout. Les maîtres du jeu et les organisateurs n'étaient absolument pas au courant qu'en interne il y avait un trafic d'organes sur les participants morts. Beaucoup trahissent également les règles sous la pression ou sous la menace des armes. C'est toujours très intéressant de voir des retournements de veste et des trahisons dans la série, c'est quelque chose qui pose un questionnement. Mais je vais m'arrêter là pour ça pour ne pas vous rappeler les moments les plus durs de la série. Comme celui d'Ali. Mais cette trahison interne n'est due qu'à une seule chose, la hiérarchie. Elle est présente dans la critique sociale de la série, mais dans le jeu également. Les personnages roses, selon la petite forme qu'ils ont sur leur casque, ils ont des rôles et des importances différentes, tout comme le maître du jeu qui est en noir, et encore plus les VIP qui sont en doré, super riches, etc. C'est quelque chose, encore une fois je vais me répéter, mais qui est très intéressant à observer, et je pense qu'on en apprendra un peu plus durant la saison 2. On reste dans le caractère social de la série pour passer à des choses un peu plus négatives. Tout d'abord, la folie mentale des personnages est cachée. Il est très peu difficile de comprendre que les personnages, au fil du temps, deviennent fous. Ils voient la mort, ils frôlent la mort, ils sont confrontés à des choses de plus en plus violentes, ils mangent très peu, ils dorment très peu. La folie s'installe, et là-dessus, il n'y a aucun doute. Mais selon moi, il n'y a qu'un seul personnage où on voit cette folie, c'est Sang-woo. En effet, selon moi, il peut y avoir deux formes de folie dans cette série. La folie extérieure, très destructrice, meurtrière, et la folie intérieure, qui est un peu cachée, mais qui n'attend qu'à exploser, et ça se voit. Chez Sang-woo, cette folie est clairement extérieure. On ne rappellera pas l'avant-dernier épisode, quand il n'était plus que 3. Enfin, que 2 du coup. Voilà. Chez les autres personnages, on remarque cette folie très peu, voire pas du tout. Ils restent très modérés, Ils restent très modérés dans leurs émotions et dans leurs discours, ce qui fait des fois la série, il faut se l'avouer. Et pour finir sur le caractère social, on va parler de l'attachement au personnage. On l'a déjà plus ou moins longuement évoqué durant la vidéo, mais on va s'y attarder parce que c'est quelque chose, pour moi, qui est très important. Ça peut tout aussi être dans le caractère social que dans la troisième partie qui va arriver juste après, c'est-à-dire les énormes défauts de la série. Comme je l'ai évoqué un peu plus tôt, plus on s'attache à des personnages, plus il est facile de suivre la série, parce qu'on veut connaître l'histoire du personnage, ce qu'il va devenir, etc. etc. C'est quelque chose, un point clé qui fait rester le spectateur. Malheureusement, dans Squid Game, il est très difficile de s'attacher au personnage. Je m'explique. On s'attache souvent, surtout dans les films, à une personne par sa personnalité et par son histoire. Dans Squid Game, il est très compliqué de s'attacher à quelqu'un pour son histoire. Pour la simple et bonne raison qu'ils ont plus ou moins tous la même histoire. Ce sont des personnes souvent jeunes, surtout les personnages principaux, ils sont souvent jeunes, endettés, qui ont connu la mort ou qui sont proches de la connaître, et qui ont connu des moments très difficiles. C'est pour ça qu'ils sont là, justement. Même Sang-woo qui est censé être diplômé, qui est censé avoir un bon job, qui est censé ne pas du tout être endetté, on le retrouve là parce qu'il a sombré. Mais on s'attendait franchement à le voir ici. Pour la personnalité des personnages, je l'avoue, c'est possible de s'y attacher dans Squid Game. Mais il y a encore un problème de taille, il y a beaucoup trop de personnages auxquels s'attacher. Il y a, pour moi, 5, 6, peut-être 7 personnages qui sont follement attachants. Que ce soit le personnage principal, les deux filles, Ali, Sang-woo, le papy, attachant pas tout le temps. Mais il y a pas mal de personnages auxquels on aurait pu s'attacher. Ce sont des personnages clés qui ont une personnalité, franchement, une personnalité qui passe au cinéma, qui fait quelque chose sur le spectateur, qui agit sur le spectateur, sur sa perception, sur son empathie, et c'est quelque chose d'assez important, ça, on est d'accord. Mais là, je vous en ai cité 6, on peut en rajouter 2-3 de temps en temps, c'est possible. Mais 6 personnages auxquels il faut s'attacher sur à peu près 7 heures de film. C'est beaucoup. En effet, je vous ai dit qu'au tout début, Seung Ji-hoon était attachant, et c'est vrai, il est plus ou moins attachant, c'est celui qu'on voit en premier et qu'on voit
plus ou moins tout au long de la série. Dans le cœur de la série, dans les épisodes où c'est le jeu, on voit tous les personnages plus ou moins au même titre. Sang-woo, Sae-byeong, on les voit toutes et tous plus ou moins assez souvent. Et donc on peut s'attacher à tous les personnages. Mais encore une fois, c'est compliqué parce qu'ils sont beaucoup. Ils sont tellement que quand ils meurent, on a du mal à les plaindre. Voilà, en plus, il y en a 3 qui meurent. Techniquement, il y en a que 2, mais il y en a 3 qui meurent en même temps. Ali, la fille dont j'ai oublié le nom, et le papy. C'est voilà, ils meurent à 10 minutes d'intervalle, le premier au dernier. C'est presque impossible de s'attacher autant et d'avoir des émotions sur 3 personnages en 10 minutes qui meurent. Voilà. J'ai sûrement été assez brouillon sur cette petite partie sur l'attachement au personnage, mais c'est quelque chose qui me perturbe. Je vous l'avoue, c'est quelque chose qui me perturbe, parce que les personnages ont une personnalité assez recherchée, assez forte, mais ils sont tellement qu'on n'arrive plus à s'attacher. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est quelque chose qui va être réglé dans la saison 2, parce qu'il n'y aura plus que Song Ji-hoon, peut-être le policier, qui est pour moi le 7ème personnage auquel on peut s'attacher, et pour moi il n'est pas mort, mais ça on en reviendra. Mais c'est tout, voilà, la saison 2 sera plus intéressante à ce point-là, et je pense qu'on reviendra dessus dans une autre vidéo dans quelques mois, dans quelques années, je sais pas quand sortira la saison 2. Voilà, j'étais assez brouillon, et on va passer aux vrais défauts de la série. Je vous préviens, j'ai été moins brouillon sur cela, parce que je les ai fait un peu plus concis, et un peu plus clair. Donc, on en a déjà évoqué 2, mais on va se focaliser sur les points négatifs dans Squid Game. Parce que si tout le monde vend la série comme une série incroyable, etc., il y a quand même énormément de défauts qui sont assez visibles et notables. Tout d'abord, le ton global de la série. Ce ton-là est plat, monotone. Tout reste sur la même gamme d'intensité, plus ou moins, ça diffère très très rarement. Rien ne s'accélère et donc rien ne se ralentit. Tout s'enchaîne comme il faut car le scénario est bien écrit et que les événements se suivent dans une certaine logique. Une logique tellement certaine qu'elle en devient fade. Même quand il est censé avoir de l'action, rien ne s'emballe vraiment comme il le faudrait. Tout reste assez mesuré dans les propos et dans l'action, et selon moi c'est dû au plus gros défaut de la série, c'est que tout est monstrueusement prévisible. Quand je dis ça, ça veut dire qu'on s'attend à tous les rebondissements qui sont dans la série. Personnellement, rien ne m'a surpris. Certaines choses ont pu surprendre les spectateurs plus ou moins novices, mais personnellement, rien ne m'a surpris. Il n'y a aucun suspense. Tout ce qui est dans la série peut être calculé à l'avance, que ce soit 5 minutes ou 3-4 épisodes avant. Et tout cela soit parce qu'on connaît le cinéma, soit parce que des indices sont laissés par la réalisation. Et il y en a, et c'est même plutôt cool. En effet, sûrement la clé de la première saison, il y a quelques indices qui sont laissés et qui sont presque passés inaperçus chez tout le monde, et pourtant ils sont là, ils sont visibles, j'ai envie de vous dire. Je les ai vus au premier coup d'œil personnellement. On sait aussi très bien qui va gagner le jeu. Dès le premier épisode, on s'attarde plus ou moins sur 3 personnages. Les 3 qui resteront à l'avant-dernier épisode. Et je vais revenir sur ce que je dis il y a même pas 30 secondes. C'est pareil pour le numéro 001, c'est ça pour moi la clé de la saison 1. Ce n'est pas un personnage vraiment qui joue le jeu, c'est pas un participant, c'est le maître du jeu. Et il y avait 3 énormes indices qui ont été laissés par la réalisation. Le premier montrait tout simplement qu'il n'était pas mort et que c'était logique qu'il ne soit pas mort. Tout simplement, on voit tous les personnages centraux mourir. Sae-byeong, Sang-woo, je sais pas, tous, la Teigne, je sais pas, j'ai oublié son nom, la Teigne, la fille, Ali, on les voit tous mourir, que ce soit en flou, dans le flou de l'image, ou directement. Le participant 001, on ne le voit pas mourir, parce que quand il perd face à Song Ji-hoon au bi, Song Ji-hoon part quand lui doit se faire exécuter. Donc la caméra suit Song Ji-hoon, mais ne montre pas le meurtre. Il y a une règle assez importante dans le cinéma qui dit que tout ce que tu ne vois pas ne s'est sans doute pas passé comme tu le penses. Et ici c'est clairement le cas, il ne s'est pas fait tuer, puisqu'on le revoit à la fin bien vivant et... Enfin bien vivant, quelques instants. Ensuite, 2 indices montrent qu'il n'était pas un simple joueur. Tout d'abord, quand le VIP principal dit au maître du jeu qu'il ne pourra pas recevoir les autres VIP, on voit ses cheveux et ses mains. Alors, c'est très léger, mais assez subtil et assez précis pour qu'on se rende doute. Et le troisième point, qui est aussi un point assez important, quand le policier va dans les archives du jeu de cette année, sur les participants, il ouvre le classeur et ça commence au numéro 002. Alors que quelques secondes plus tôt, il a regardé
les années précédentes et ça commençait par 001. On est d'accord que c'était quand même bizarre et assez visible, hein, c'est resté 1 ou 2 secondes à l'écran. Tout le monde a pu le voir. Bref, 95% de la série est totalement prévisible. Comme je vous l'ai dit, personnellement rien ne m'a tant surpris que ça et je pourrais même presque affirmer que Juno, le policier, n'est pas mort. Soit parce qu'il avait un gilet pare-balles, soit parce qu'il a réussi à se sauver par X ou Y façon, mais selon moi, il n'est pas réellement mort. Mais on reviendra dessus dans la dernière partie de la vidéo sur ce que je pense de la saison 2. Avant de passer au verdict final et ce à quoi je m'attends pour la saison 2, je vais vous parler de quelque chose qui m'a aussi beaucoup frustré, c'est la fin de la série, en tout cas de la saison 1. La fin après la découverte de la mort de Seong Ji-hoon, 15 minutes après le début du dernier épisode, et cette fin est monstrueusement lente et monstrueusement ennuyante. Pour ceux qui n'avaient pas compris que le joueur 001 était le maître du jeu, elle est surprenante pendant quelques secondes. Et après elle devient également très très lente. On fait toutes les découvertes sur le jeu d'un coup, parce que en plus d'être long, en plus d'être lent, c'est bourratif d'informations. On essaye de nous cacher ce format un peu lent sous une sorte d'enjeu qui n'en est pas un, de est-ce que quelqu'un va aller voir le sans-abri qu'il y a dans la rue, ça n'a aucun intérêt, franchement. C'est une partie qui a sûrement duré 10 minutes dans la série plus ou moins, mais qui a duré 4 heures, 4 mois dans ma tête, franchement c'était très long, ce moment était très très long. Ensuite, Seong Ji-hoon récupère une carte d'un futur joueur avant de s'envoler aux États-Unis pour retrouver sa fille. On se doute qu'il va pas aller retrouver sa fille. Il a récupéré une carte avec un numéro de téléphone. Comme au tout début, ça se répète, c'est une histoire qui se répète. Pourtant, il y avait un signe de changement. Quand quelqu'un se colore les cheveux dans une série, ça peut être anodin, mais c'est synonyme de changement, d'une nouvelle vie, d'une nouvelle routine ou de quelque chose. Là, ça change, et on le voit que ça change, hein. Il s'habille en costard, il a de l'argent, etc. Mais au final, ça change pas tant que ça, parce qu'il va retourner dans le jeu. Et quelque chose d'encore plus frustrant, c'est que, du coup, après la découverte de la mort de la mère de Seong Ji-hoon, c'est très long et très prévisible. Voilà. Très long sur la partie où 001 dévoile tout sur le jeu, et très prévisible sur le fait qu'il va pas aller voir sa fille, elle va revenir dans le jeu. Ça aurait été un capital encore plus émotionnel s'il était allé voir sa fille, qui lui avait dit au revoir avant de retourner dans le jeu. C'est vrai, mais le réalisateur n'a pas fait ça. Il a préféré, avant qu'il aille la voir, le faire retourner. Ce qui est franchement un peu décevant. Voilà sur cette dernière partie sur Squid Game saison 1. Ça aurait été un peu brouillon à quelques moments parce que ma frustration est revenue à l'écriture, je vous l'avoue. Frustration de voir une fin décevante et plein de choses comme ça. Voilà, ça m'est resté un peu pendant l'écriture, mais j'ai essayé de le cacher comme je pouvais. Mais c'est quand même dommage parce que c'est une série qui est plutôt intéressante à suivre malgré tout. Elle s'affranchit des codes, elle crée des nouvelles choses, et elle veut prouver que ce n'est pas un simple drame. Elle tente des choses, et elle les tente bien, mais il y a ces défauts qui sont les plus gros défauts qu'on puisse donner à une série ou à un film, que ce soit prévisible, que la fin soit mauvaise, et que l'attachement au personnage soit minime. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre de la saison 2 ? Déjà, le réalisateur a pas été très discret, il nous a avoué qu'il y aurait une saison 2. Là-dessus, déjà, on s'en doutait vu la fin de la série. Mais je vais du coup vous livrer mes petites prédictions selon ce qu'il y a eu dans la saison 1 et ce qu'on a pu remarquer. Bon, déjà, comme je vous l'ai dit, il est sûr que Seong Ji-hoon va retourner dans le jeu d'une façon ou d'une autre pour essayer de le saboter, qu'il tente de revenir en participant ou de s'infiltrer comme le policier. Dans tous les cas, il va y retourner. Ça, c'est sûr et certain. Si ça ne se passe pas, là, ce sera surprenant. Là, je vous l'avoue. On peut aussi s'attendre, comme je vous l'ai dit, que le policier ne soit pas mort, soit parce qu'il avait un gilet pare-balles ou parce qu'il a réussi à se sauver, bref. C'est une théorie assez étrange, et je sais pas pourquoi j'arrive à me la faire dans ma tête, mais c'est plutôt logique. Un policier, il va pas aller quelque part où il y a des armes sans gilet pare-balles. Et donc s'il se prend une balle là, le gilet pare-balles est censé l'arrêter. Donc pour moi, voilà, il est pas mort pour ces raisons-là. Ma théorie principale est la plus intéressante, j'y reviens. Elle est là. Elle se base, elle s'appuie sur des faits réels. Les méchants ne le sont pas tant que ça. Voilà. Alors, balancer comme ça, c'est surprenant. C'est presque hilarant, parfois je suis d'accord avec vous, mais vous allez voir que c'est tout à fait logique. Et ce que je dis est à la fois très large, et j'ai même moi-même du mal à me positionner dessus parce que j'ai du mal à comprendre comment ils ne peuvent pas être méchants, alors que pourtant c'est factuel. Et je m'arrête encore une petite fois, je pourrais pas vous dire dans quel contexte ils ne sont pas méchants. Là-dessus, je n'ai aucun indice, je n'ai aucune piste. Je peux juste vous dire qu'ils ne le sont pas, avec une quasi-certitude que je vous livre ça. Et tout ça, c'est pour une seule bonne raison, et cette raison elle est contractuelle.
Et cette raison, elle s'appelle Apple. Et c'est là que je vous ai dit que ça allait être intéressant. Je pense que la plupart d'entre vous ont un iPhone, un iMac ou un iPad. Même moi qui suis pas fan d'Apple, j'ai un iPad. Et vous allez être plutôt surpris d'apprendre ce que je vais vous dire. Il y a un peu plus d'1 an, on a découvert une clause très importante dans les contrats qu'Apple signe envers les maisons de production. C'est-à-dire que, c'est plutôt logique, mais pour utiliser l'image d'une marque dans son film ou dans sa série, il faut avoir son accord. Et cet accord, ça se passe par un contrat. Et tout le temps, et aucune série, aucun film n'est passé à travers pour le moment, tout le temps Apple a obligé une petite clause qui dit que les méchants des séries et des films ne peuvent pas avoir de produits Apple, qu'ils les utilisent ou qu'ils se présentent avec. Or, comme je vous l'ai dit, dans le bureau du maître du jeu, on retrouve un iMac. Alors, pourquoi le maître du jeu, qui est censé être méchant, possède un produit Apple? C'est une question qui sera sûrement résolue dans la saison 2. Et peut-être, alors, ça c'est une de mes théories que je vous expose et que j'ai eue après l'écriture de cette vidéo, c'est que si le policier n'est pas mort, en sachant que le maître du jeu est son frère, il va peut-être réussir à lui retourner la tête et à faire que le maître du jeu va saboter lui-même son propre jeu. C'est une théorie, je vous la balance, pour moi elle est intéressante, pour vous, vous en faites ce que vous voulez, voilà. Et voilà, sur cette petite théorie, on a fini d'analyser Squid Game. C'était quelque chose d'assez intéressant à la fois à regarder et à analyser. Pour moi, Squid Game est une assez bonne série, assez intelligente et innovante dans son genre. Toutefois, elle reste assez plate, que ce soit dans son contenu, et surtout, elle est monstrueusement prévisible. Et que quelque chose soit prévisible, ça enlève un charme et un suspense très important dans le cinéma. Et pourtant, c'est ce qui devrait régner dans la série. Ce suspense, ce ton lourd, parce qu'on ne sait pas ce qui va devenir les personnages. Personnellement, je mettrais la note de 14 sur 20 à la saison 1, parce que c'est une bonne saison, encore une fois avec tous les défauts que j'ai évoqués, et surtout parce que je pense que la saison 2 peut être meilleure, et que les deux vont se compléter. Je pense que le réalisateur sait que certaines choses étaient prévisibles, et qu'il va totalement changer, et faire que ce qu'on a pu prédire dans la saison 1 soit presque totalement occulté par la saison 2. Voilà, pour moi la saison 2 sera meilleure que la saison 1. Elles se compléteront entre elles, bien entendu. Il y a beaucoup d'autres choses à dire sur la série, c'est vrai. J'ai parlé de ce qui semblait pour moi être le principal, ou quelque chose d'important ou d'intéressant. Si vous avez d'autres choses auxquelles vous voulez parler, dites-le en commentaire, ou rejoignez-moi sur Twitch ce soir à 20h, on en débattra. Vous pouvez mettre dans le chat ce que vous pensez de la série, ou des petites prédictions, des petits détails, et on en parlera, on reviendra dessus, et on essaiera de débattre sur la série. Est-ce que la série est si bien que ça? Est-ce que les points positifs et négatifs que j'ai évoqués sont si tangibles? Je ne prétends pas avoir la science absolue du cinéma et dire... Enfin bref, voilà, je me coupe moi-même parce que je parle beaucoup. Voilà, rendez-vous ce soir à 20h sur Twitch, on lira des critiques, on réagira à ces critiques, et on débattra sur Squid Game tout simplement. Pour rappel, le lien de mon Twitch est en première barre de description, likez, partagez, abonnez-vous, voilà. Vous connaissez la chanson. En tout cas voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à liker, à partager, à commenter, à me suivre sur Twitch, sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, parce que vous pourrez choisir le contenu de la prochaine vidéo, le sujet de la prochaine vidéo. Tout ça, bien entendu, c'est en description. Je vous invite également à donner votre avis sur la vidéo en commentaire. Et personnellement, je vous dis à la prochaine fois et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le cinéma, sans doute.